Info. Ce soir, l'information principale, ce sont les États-Unis qui recommandent au personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem, donc en Israël, de quitter le pays s'ils le peuvent. Et donc ça n'est pas très bon signe. En même temps, regardez, une armada américaine maximale est en train de se positionner véritablement sur place. Le Ford, le plus grand porte-avions du monde américain, vient de passer la crête et il se positionne maintenant sur Haïfa, face à Haïfa, ce grand port israélien. Donald Trump, quant à lui, très stratégiquement, laisse planer le doute. Avez-vous pris une décision définitive concernant l'Iran ? Non, je ne l'ai pas fait. Nous n'avons pas pris de décision définitive. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits de la manière dont ils négocient. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Nous verrons donc comment cela se passe. Nous avons la plus grande armée au monde. Il n'y a rien qui s'en approche. J'aimerais ne pas avoir à l'utiliser, mais parfois il le faut. Une certitude seulement, bien évidemment, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, sera justement à partir de lundi en Israël. Est-ce le signe de préparatif ultime ? Est-ce le signe que le temps des discussions est terminé ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être vous toutes et tous avec nous ce soir sur le plateau pour essayer de comprendre, commenter ce qui est en train de se passer entre Iran, Israël, États-Unis ce soir. Les meilleurs experts. Sophia Mara, bonsoir. Vous êtes grand reporter et journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce soir. Michel Goya. Bonsoir Michel, consultant militaire LCI nécessaire à ce plateau. Alexandre Melnik. Bonsoir Alexandre, professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien businessman, ancien diplomate soviétique puis russe. Lucas Manget. Bonsoir Lucas, vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et Benoît Bihan, vous êtes avec nous également, c'est un honneur ce soir, historien militaire, spécialiste des questions stratégiques. Ce soir, nous avons eu droit à différentes prises de parole de la part de Donald Trump. Vous l'avez entendu à l'instant, il a répondu aux questions de Sonia Dridi. Sonia Dridi, notre correspondante permanente à Washington, qui a réussi à lui poser la question qu'il fallait lui poser. Donc on a l'impression ce soir, Michel Goya, qu'il n'a pas encore pris sa décision. C'est lui qui doit la prendre, certes, mais tout semble imminent. C'est-à-dire que, et on va y revenir dans le détail, nous avons plusieurs armadas, c'est le mot de Donald Trump, oui, qui sont maintenant non pas stationnés mais positionnés là où il faut l'être, et quelques signes quand même importants que nous détaillerons ce soir à propos des possibles frappes imminentes. Oui, c'est-à-dire que oui, là, les moyens, alors des moyens de frappe et de défense sont en place. Il n'y a pas toute la panoplie des moyens qui seraient sans doute nécessaires, mais il y a suffisamment de choses. On a un peu l'impression dans cette affaire que Donald Trump s'est un peu piégé, c'est-à-dire qu'il a commencé par envoyer des moyens, il a un peu joué de la trompette, et puis en fait c'est maintenant que tout est en place qui se demande à quoi tout ça peut bien servir, et comment il va se sortir de ce piège en réalité. Et donc on sent très bien qu'il n'a pas envie. Enfin, en tout cas, il ne prend pas des risques. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump dans les opérations militaires, prend le minimum de risques. Ça vous étonne, ça ? Qu'ils prennent... Qu'ils ne prennent pas de risques. Bon, pourquoi pas, c'est un choix... mais c'est plutôt un choix sage, non ? Ça peut être un choix sage, à part que, en prenant pas de risques, souvent, on n'a pas beaucoup de résultats non plus. Donc ça oblige à avoir des objectifs limités. Là, il s'est engagé dans un truc où l'alternative, c'est de lancer une grande campagne aérienne, et que c'est quelque chose qui est très aléatoire, très risqué au bout du compte, et ça, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive à Donald Trump, et visiblement, ça le dérange. En tout cas, ce soir, l'information qui pourrait être le signe d'une bascule imminente, ce sont les États-Unis qui recommandent, justement depuis aujourd'hui, à tout leur personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem, en Israël bien sûr, de quitter Israël. Lucas Manget, c'est généralement plutôt mauvais signe, ça commence comme ça, les évacuations. Ça peut commencer comme ça, c'est-à-dire que de toute façon, il y a des tensions dans la région, et une
une crainte de tension dans la région. Donc par précaution, généralement les personnels diplomatiques non essentiels, les familles sont évacuées à l'avance. Les États-Unis ne sont pas les seuls à le faire. Il y a d'autres pays qui commencent à évacuer la région, que ce soit, et pas seulement Israël, mais aussi le Liban, la Jordanie, l'Irak, la Chine a retiré. Mais la Chine, ça concerne plutôt l'Iran. La Chine a demandé à ses ressortissants de quitter l'Iran. Donc ce sont des signaux qui sont envoyés, mais par refaire l'excellente analyse militaire de Michel, il y a aussi un aspect politique dans l'indécision de Donald Trump, ou en tout cas l'incertitude, le doute qui plane, c'est que une immense majorité de ses propres électeurs, des électeurs républicains dits MAGA, sont farouchement contre cette intervention si elle devait avoir lieu. Donc il y a une confluence à la fois de conjectures militaires et de doutes sur à quoi ça sert, et de risques aussi politiques à 7 mois d'élection demi-mandat, qui est une entrée dans une guerre dont on ne connaît évidemment jamais la fin, pourrait aussi coûter cher à Donald Trump d'un point de vue politique. Oui, Sophia Amara, on sait également que ce soir, les vols entre l'aéroport d'Istanbul et celui de Téhéran ont été annulés. Ils ont été annulés justement en raison du renforcement des mesures militaires américaines autour de l'Iran. Donc là, il s'agit de Turkish Airlines. Oui, ça s'ajoute à cet ensemble de faisceaux qui nous mènent éventuellement vers des frappes. En tout cas, quand on dit que la tension monte, ça n'est pas galvaudé. Non, tout à fait. Ça fait partie de ces faisceaux qui portent à croire qu'il y aurait peut-être une frappe imminente. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques semaines déjà, sur ce plateau même, nous scrutions le ciel au-dessus du Proche-Orient, où il n'y avait presque plus aucun avion qui volait. Alors, c'est peut-être suite à une information particulière aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, pour sûr, c'est qu'en plus des civils qui ont été évacués à la demande de leur pays respectifs, comme l'évoquait à l'instant Lucas, il y a également des militaires américains qui ont évacué l'Irak. C'est-à-dire que presque toutes les bases américaines... Ça, c'est en cours d'évacuation. C'est en cours d'évacuation. Et il notamment, ne reste plus que 2 bases. Moi, on va en reparler tout à l'heure dans le détail. Mais en tout cas, ça veut dire que ce ne sont pas seulement les civils. Là, on parle de militaires américains. Ce qui veut dire que, il me semble que, en tout cas, s'il y a intervention il y a, ce ne sera pas des troupes au sol, puisque même les militaires ont eu pour instruction de quitter et le Liban et l'Irak. Nous sommes en duplex de Washington avec Sonia Dridi. Sonia, bonsoir. Merci d'être avec nous, Sonia. Donc, vous avez posé cette question tout à l'heure, la question qu'il fallait poser à Donald Trump, et nous vous en remercions. Mais qu'est-ce que vous avez senti ? Donc, il vous a répondu que pour le moment, il n'avait pas décidé. Je pense que s'il vous avait dit qu'il avait décidé, ça aurait été impossible. Il ne l'aurait pas dit à l'avance. Mais qu'est-ce que vous ressentez de ce qu'on vous dit à la Maison-Blanche autour de Donald Trump ? Parce qu'il semblerait que, même s'il est le seul à décider, il y a des dissensions autour de lui quant à cette frappe ou ces frappes et à la date. Oui, c'est vrai qu'ici à Washington, à la Maison-Blanche, on guette tout signe d'un éventuel signe pour nous donner la direction dans laquelle Donald Trump veut aller. Alors oui, il m'a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision. C'est un petit peu la question qu'on se posait tous ici. Évidemment, peut-être qu'il bluffe, mais on sent quand même qu'il hésite. Il nous a dit qu'il n'était pas content de la façon dont les négociations se déroulaient, qu'il aimerait bien éviter une intervention militaire, mais que parfois il fallait y aller. Et puis on sent quand même de plus en plus les officiels ces derniers jours, ces 2-3 derniers jours, que ce soit Marco Rubio, son secrétaire d'État, ou J.D. Vance, son vice-président, faire des déclarations pour préparer un petit peu l'opinion publique, et puis signe peut-être qu'il penche de plus en plus vers une intervention militaire. Hier, il a été briefé par l'amiral Brad Cooper, qui est le chef du CENTCOM, donc qui est chargé des opérations militaires au Moyen-Orient, et c'était la première fois qu'il était briefé par l'amiral Cooper depuis le début de la crise avec l'Iran. D'habitude, il est briefé surtout par le chef de la CIA et par son chef des états-majors, Dan Kane. Dan Kane était présent hier, mais là, il y avait aussi Brad Cooper, et donc c'est quelque chose qu'on peut noter, en tout cas, pour essayer de comprendre s'il va bientôt y aller.
Merci Sonia Dridi. Bien sûr, vous restez avec nous comme fil rouge tout au long de la soirée. Alors, ce qu'on scrute beaucoup aussi, ce sont les images satellites. Les images satellites, Benoît Billon, il y en a énormément qui sont donc en source ouverte. D'ailleurs, elles servent énormément aux journalistes pour essayer de comprendre la situation, de comparer un jour par rapport à un autre. Et sur une image satellite qui avait été prise il y a quelques jours, le 21 février, on voyait 43 avions visibles sur une base aérienne de Prince Sultan en Arabie Saoudite. Et le 25, c'est-à-dire avant-hier, il n'y en avait plus que 38. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Est-ce qu'il pourrait avoir été redéployé ailleurs, justement, pour participer à ces éventuelles frappes ? D'abord, il y en a une partie qui peuvent être simplement en vol, c'est-à-dire en train d'effectuer des missions dans la région, et donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un redéploiement. Ensuite, oui, c'est possible que les États-Unis, pour compliquer aussi les capacités de riposte ou de frappe, de contre-frappe iranienne, redéploient sur leur base de la région un certain nombre d'unités, c'est-à-dire qu'ils les fassent se repositionner régulièrement pour compliquer le travail de ciblage des Iraniens. Je pense pas qu'il faille surinterpréter ces images-là. La tendance de fond, elle est claire. Les États-Unis sont en train et ont déployé maintenant un ensemble de forces qui sont cohérentes avec d'abord une posture pour défendre leur base dans la région et Israël, et ensuite mener une campagne de frappe que je qualifierais de relativement limitée contre un certain nombre d'infrastructures militaires iraniennes, si jamais les négociations ne devaient pas aboutir. Il y a quelque chose qui me frappe dans la séquence, c'est que Donald Trump semble peut-être plus que la tradition politique américaine classique, lier étroitement son effort diplomatique et sa pression militaire. Traditionnellement, aux États-Unis, la politique s'arrête quand les armes parlent. Et là, il le fait en même temps. C'est dû en même temps, c'est-à-dire que la pression militaire, c'est une tactique de négociation diplomatique avant tout. Ça ressemble un petit peu à ce que Nixon et Kissinger avaient essayé de faire avec le Nord-Vietnam à la fin de l'année 1971-1972, ça s'appelait l'opération Linebacker, c'était des frappes sur la région de Hanoï, qui étaient destinées à contraindre les Vietnamiens à négocier les accords de Paris pour sortir d'une situation, déjà. Donc il y a un parallèle à faire, je pense, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Stratégie de la pression maximale. Nous allons revenir, bien évidemment, en détail tout au long de cette soirée sur ce qui est en train de se passer, comment se matérialise véritablement cette pression. Nous irons également, nous recevrons d'ailleurs sur ce plateau Stéphane Goldin qui arrive d'Israël et qui pourra nous donner la vision du point de vue israélien. Mais faisons un petit détour revenons sur ce qui s'est passé, cet incident en mer Baltique avec le Charles de Gaulle, puisque quand on vous disait sur LCI, quand on vous dit, qu'on répète sur LCI que la mer Baltique est l'épicentre de fortes tensions, et bien avant-hier, alors qu'il était en escale à Malmö, le Charles de Gaulle que vous voyez présentement à l'image a été la cible d'un drone qui s'en est approché. Immédiatement, les forces suédoises ont utilisé des dispositifs de brouillage électronique pour rompre son signal. Et aujourd'hui, le communiqué de l'armée suédoise dit clairement qu'il s'agissait d'un drone russe. Que dit ce communiqué ? C'est lors de la visite du porte-avions français Charles de Gaulle à Malmö que le navire de renseignement électromagnétique russe Zhigoulievsk a pénétré dans les eaux territoriales suédoises. Donc voilà, il nous explique comment ça s'est passé véritablement. Le navire suédois HMS Rapp, présent dans la zone pour protéger et surveiller le porte-avions, s'est alors approché du Zhigoulievsk afin de contrôler son passage dans le détroit. Alexandre Melnik, il y a donc eu un drone qui s'est approché, qui n'a pas pu aller très loin, mais il paraît avéré, l'enquête bien sûr suédoise est en cours, qu'il s'agirait d'un drone qui avait décollé de ce Zhigoulievsk, ce navire russe. Il paraît, parce que ça reste toujours une hypothèse de travail. Donc, tant que les Russes ne sont pas pris la main dans le pot de confiture, il est difficile de fermer quand même les choses. En tout cas, il y a... Enfin, je vous ai connu plus affirmatif. Mais il y a en tout cas, Anne, un faisceau de présomption extrêmement fort et clair, que derrière, il y a quand même la main de Moscou. Bon, donc, si on part justement sur cette hypothèse, ce que je voudrais souligner, il faut jamais sous-estimer le rôle de la symbolique dans les décisions du Kremlin. Il s'agit du porte-avions qui s'appelle
s'appelle Charles de Gaulle. Pour les Russes, Charles de Gaulle, c'est la France. Pour les Russes, Charles de Gaulle, c'est la France du nucléaire. Et donc, aujourd'hui, et je voudrais faire ce parallèle entre ce qui s'est passé ces derniers temps dans la propagande russe, quel était le sujet principal, Anne ? C'était l'affirmation de la propagande russe que l'Angleterre et la France auraient transféré une partie de leurs armes nucléaires à Kiev, à l'Ukraine. C'est-à-dire, évidemment, c'est un fake, c'est une fake news qui n'a jamais été confirmée. Mais pour les Russes, si on suit un tout petit peu les médias, c'est vraiment monté en épingle, c'est présenté comme le sujet numéro 1. Vous savez qu'il y a même l'alerte nucléaire dans la région de Sverdlovsk, à l'Oural, pour la première fois qui est déclarée, donc ils ont enlevé assez rapidement. Mais c'est dire quand même que le nucléaire est toujours au cœur même de cette stratégie russe. Et Charles de Gaulle, et justement, la Russie veut tester les vulnérabilités françaises, tout simplement parce que, évidemment, ce bateau était dans ce détroit entre le Danemark et la Suède, et le président français était justement donc à bord de ce porte-avions. Non, le président français n'y était pas. Le ministre des Affaires étrangères. Le président français n'y était pas. était là, mais finalement, Macron est intervenu aussi, donc, je termine, il s'agit d'un avertissement de la Russie, si on se place dans cette hypothèse que c'est la Russie qui est derrière, avertissement à la France. Oui, mais écoutons ce qu'on a dit effectivement le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. Il ne vous étonnera pas d'apprendre qu'il a nié. Ah, c'est une citation. Oui, que disait-il ? Eh bien voilà, si vous rapportez correctement, attendez, je le trouve, les déclarations des autorités suédoises, à savoir que le drone était russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité, alors cette déclaration est tout à fait absurde. Michel Goya. Bon, d'abord, je crois que c'est la première fois qu'on a quand même au moins un faisceau de présomption très affirmé sur le fait que cet incident soit d'origine russe. Hein. On a eu toute une série d'incidents du même type, notamment dans la région dans le passé. Pour l'instant, c'est resté flou, y compris en France, y compris au-dessus de l'île Longue, au-dessus d'un certain nombre de camps militaires. Pour l'instant, c'était jamais identifié. Là, c'est la première fois qu'on a quelque chose qui ressemble qui est a priori d'origine russe. Deuxième élément, c'est pas très important, si vous voulez, comme agression. Si les Russes voulaient... Alors, je rappelle au passage, oui, il était à 13 km, à 7 nautiques du porte-avions, donc il venait de la mer. Bon, mais les Suédois ont bien fait de brouiller son signal. Oui, bien sûr. Et je vous rappelle, Michel, que ça ne vous a pas échappé, que tout ça se déroule à l'avant-veille, puisque lundi, le président Macron va faire un discours en France sur justement la dissuasion nucléaire française. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, Michel. C'est très bien. Voilà. Donc je rappelle, c'est pas du tout innocent, évidemment, dans cette affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si les Russes avaient voulu vraiment agresser le porte-avions, ils auraient utilisé d'autres moyens, y compris des drones. Un drone filaire, par exemple, il n'est pas brouillable, il pouvait être à portée de tir. Donc là, on a testé, on a provoqué, on a effectivement lancé un avertissement aux Français et aux Suédois. Je rappelle que la défense est assurée par les Suédois. Hein. C'est ceux-là qui étaient concernés. C'est pas le porte-avions. Le porte-avions, il était au port. Le porte-avions était en Suède. Donc le groupe aéronaval comme ça qui est à quai, c'est le pays hôte qui assure la protection. Donc c'était aussi les Suédois qui étaient testés dans cette affaire. Et donc justement, ce qu'on peut dire, Benoît Buyan, c'est que ce qui était testé dans cette affaire, comme vient de le dire Michel Goya, c'est justement les capacités peut-être de ce nouveau membre de l'OTAN, la Suède, à réagir. C'était peut-être cela le test. Oui, peut-être, même si je pense que c'est davantage un signalement diplomatique qu'un véritable test militaire, parce que vous envoyez pas juste un drone quand vous avez une intention réellement hostile. C'était plus une manière effectivement de signaler le mécontentement de la Russie à voir le principal navire militaire français en Baltique, qui est au passage une mer qui est pas très favorable au déploiement d'un porte-avions, parce que c'est une zone extrêmement étroite
et que il vaut mieux les mettre ailleurs si on est dans un scénario de guerre profonde. Et très peu profonde. Ce qui ne facilite pas la protection. Et une mer j'ajoute juste à ce que disait Benoît, une mer très peu profonde qui facilite pas le déplacement d'un groupe aéronaval et le passage des sous-marins qui sont censés les protéger. Ce que je voulais juste dire tout à l'heure, c'est que c'est intéressant aussi parce que c'est le rôle de la Suède et de, vous l'avez mentionné, Anne, ces nouveaux membres de l'OTAN qui, depuis la veille, enfin les mois qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ne cessent de dire attention, nous on est les plus grands observateurs de ce qui se passe, tout simplement par proximité géographique. Et le fait que aujourd'hui l'alerte et la protection du Charles de Gaulle viennent des Suédois est aussi un signal diplomatique intéressant. C'est voilà, on est rentré dans le concert de ces nations européennes. On assure aussi la protection d'un porte-avions d'un porte-avions français. C'est un signal aussi qu'envoient les Scandinaves au sens large en disant bah voilà, on fait partie maintenant vraiment on est dans la même galère, si j'allais dire, pour utiliser une image maritime. En revanche, la logique des Russes, elle est assez évidente. C'est que en essayant de montrer qu'ils sont capables de menacer le porte-avions français, ils essayent de menacer la crédibilité militaire de l'appui français. Et donc justement, le fait que les Suédois aient brouillé la tentative permet d'éviter de mettre l'affichage diplomatique français, parce que là, on est d'abord dans un déploiement diplomatique en porte-à-faux. En tout cas, le porte-avions nucléaire français était en Suède. Il a été menacé par un drone potentiellement russe. Retournons au Moyen-Orient, où justement déployer ses forces au plus près de l'adversaire pour le faire plier, c'est la tactique dissuasive de Donald Trump qui négocie véritablement le doigt sur la gâchette. On peut le dire, aujourd'hui, au large des côtes israéliennes est arrivé le porte-avions Ford. Je vous rappelle que le porte-avions Ford, c'est le plus grand porte-avions du monde. Après avoir quitté hier la Crète, cette armada, comme l'appelle Donald Trump, croise au large de l'Iran et d'Israël en attendant les ordres. Voilà, vous pouvez voir ces dernières images qui nous sont parvenues, celles du porte-avions Ford. Donald Trump aujourd'hui a donné plusieurs interviews et lors d'une de ses prises de parole, il a montré qu'il n'était pas vraiment content justement des Iraniens et de ce qui est en train de se passer, puisque je vous rappelle, on a tendance à l'oublier, qu'il y a quand même des négociations en cours. Je ne suis pas très content du fait qu'il ne soit pas disposé à nous donner ce dont nous avons besoin. Donc je ne suis pas ravi. Nous verrons ce qui se passera. Nous en reparlerons plus tard. Nous aurons d'autres discussions aujourd'hui. Oui, Sophia Mara, on oublie ces négociations, mais il n'est pas content, Donald Trump. Donc il fait comme d'habitude, il manie la chèvre et le chou. Oui, alors le fait qu'il exprime son mécontentement, cela va sans dire, puisque d'abord c'est sa manière de parler. On dirait qu'il infantilise les gens dont il parle, alors qu'il s'agit de pays millénaires et qui sont bien plus habitués à la négociation, voire à gagner du temps, alors que lui, il est en train d'en perdre et qu'il s'impatiente. Mais effectivement, il a des raisons d'être mécontent si on va sur le fond et l'état d'avancement de ces négociations, puisque l'Amérique exige 0% d'enrichissement, alors que les Iraniens ne comptent pas du tout abandonner leur droit à l'enrichissement à 3 ou un peu plus %, et parce que jusqu'à maintenant, les Iraniens n'ont absolument pas accepté le principe essentiel pour Israël et pour l'Amérique, qui est de voir neutraliser son système balistique. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, ils ne sont pas d'accord. En plus, l'Iran exige désormais qu'il y ait une levée des sanctions, ce que l'Amérique n'est pas prête à donner tout de suite, en tout cas avant d'avoir évoqué le problème balistique. Alors, je résume que depuis fin janvier, nous avons le porte-avions américain qui est le Lincoln. Le Lincoln qui est présent sur place, donc depuis fin janvier, mais plutôt dans le détroit d'Ormuz. Depuis mi-février, cette première armada se renforce avec des avions ravitailleurs que nous allons vous montrer, Quentin, si c'est possible de les voir, ces avions ravitailleurs, et des avions de combat qui sont envoyés dans différentes bases du Moyen-Orient. Nous avons dans les derniers jours, voilà, des avions qui sont arrivés. Nous avons ce Ford qui est arrivé, qui est en train d'arriver. Et on peut se demander quand même, Michel Goya, si les États-Unis ont déployé une telle force pour ne pas frapper.
Alors d'abord, il est peut-être question d'un 3e porte-avions. C'est un scoop, mais... merci pour ce scoop. Donc un 3e porte-avions américain qui serait en train de se diriger au même endroit, c'est ça ? Il y avait, en fait, le plus surprenant, c'est que ce soit le Ford qui a été désigné pour partir en Méditerranée, parce qu'il était déjà actif depuis... Le Ford avait donc contribué au Venezuela. Caraïbes, etc. Donc là, les marins qui sont à bord vont se taper au moins 10 mois de mer, au moins. Le grand porte-avions du monde. Oui, bien sûr. Non, mais il y a cet aspect aussi, évidemment, qui joue. Mais il y avait un porte-avions qui était en train d'être armé à San Diego, donc la grande base de San Diego sur la côte Pacifique, et qui a un peu disparu des radars. Donc voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait un 3e porte-avions qui soit en mouvement. Alors, quand on parle de porte-avions, en fait, il faudrait parler de groupe aéronaval, parce qu'il est toujours accompagné au moins de 2-3 destroyers et puis d'un sous-marin d'attaque. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte, qui a des capacités de frappe et qui a des capacités de défense. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place véritablement. Un centré Méditerranée, Israël, Jordanie, pays arabes, qui est plutôt défensif. Donc là, vous avez toutes les batteries de défense, etc. Et un autre qui est beaucoup plus offensif, qui est en gros le groupe aéronaval autour de Lincoln, la base de Diego Garcia, des bombardiers éventuellement qui peuvent venir des États-Unis, et avec cet avantage que ce 2e groupe, il est extraterritorial, en gros, même si Diego Garcia est britannique. C'est-à-dire que ça n'implique pas les autres pays. Et donc il y a peut-être cette idée de frapper avec le Lincoln et de se contenter d'essayer de protéger le reste du territoire pour ne pas les impliquer. Maintenant, et pour terminer, juste, oui, effectivement, il y a énormément de moyens de frappe et de défense quand il met en place. Il n'y a aucun moyen de conquête de territoire, de disloquer quoi que ce soit, ce qui est une très grosse faiblesse. C'est pour faire la guerre, en gros, il faut deux capacités, une capacité de frappe, donner des coups, et une capacité de conquérir, tenir, contrôler le terrain. Et une bonne stratégie, c'est faire ça pour obtenir, en se déplaçant avec ses 2 jambes sur un objectif. Là, est-ce qu'il y a les 2 jambes là, Michel Goya ? Qu'une. Non, il n'y a pas les 2 jambes, c'est bien ce que je pensais. Alors la jambe, elle est musclée, c'est sûr, elle est très musclée, mais Trump est un unijambiste dans cette affaire. Pas mal. Trump est un unijambiste dans cette affaire. Mais oui, avec en plus, c'est pas forcément très bien où il va, donc on n'est pas arrivé. Bon. Mais ça, je termine juste d'un mot. Oui, moyen puissant plus des exigences qui sont maximalistes. On voit pas très bien comment on peut sortir de cette affaire sans guerre, en fait. Sans frappe, voilà, effectivement. Lucas Mangel, je vous donne la parole tout de suite. Revoyons cette carte, parce que moi, je n'ai à peine eu le temps de la voir. Je ne sais pas pour vous, téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, on a l'armada américaine autour de l'Iran. On a des chiffres. Sachez qu'il y a environ 50 000 soldats répartis dans plusieurs bases militaires de la région et sur les forces en cours, justement. Pour ce qui concerne les avions, il y a environ 200 avions de combat en mer, plus sur les bases américaines, dont plus de 30 F-35, 10 F-22, 30 F-16, pardon pour ces détails techniques, 30 F-15E. À cela s'ajoutent des appareils de surveillance, des appareils de détection, des appareils de ravitaillement, de soutien. Ça fait quand même beaucoup, Lucas Mangel. Ah oui, non, mais c'est énorme. Je ne vais pas répéter ce que disait le colonel Goya à l'instant. C'est absolument gigantesque, si ce n'est qu'effectivement, c'est pas comparable. On a toujours tendance à vouloir comparer, par exemple, si on compare avec l'invasion de l'Irak en 2003. Alors là, il n'est pas du tout question d'invasion à ce stade, et ils sont pas du tout équipés pour. Il y avait 5 porte-avions déployés dans la zone au sens large, utilisés par l'armée, par la marine américaine au moment de l'invasion de l'Irak. Alors c'est sûr que 2 porte-avions, du coup, ça paraît peu par rapport à 2003, mais parce que il y avait aussi 200 000 soldats au sol mobilisés pour être prêts à envahir l'Irak. 4 divisions au Koweït. Voilà. Donc il y a rien de, l'histoire d'abord ne se répète jamais, mais c'est vrai que là ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on voit cette carte, c'est fascinant parce qu'on voit les navires et les bases un peu partout, tout autour, ce qui d'une certaine manière oblige Donald Trump aujourd'hui. Pourquoi avoir mis tout ça là ? C'est-à-dire, regardez la carte, là, l'Iran est complètement, sur son flanc ouest, est complètement saturé de forces américaines dans la région. Qu'est-ce qui peut se passer après ? C'est un déploiement qui, pour moi, est là pour créer des options aux politiques. C'est-à-dire que on n'est pas sur un. Quand on voit ce déploiement-là,
on a effectivement ce volet défensif et cette potentialité offensive, avec une capacité qui n'est pas visible sur la carte, mais qui est très très importante, qui est celle des bombardiers américains qui pourraient partir de Diego Garcia, et donc au sud, en plein océan Indien, voire des États-Unis directement, en particulier pour les B-2 furtifs, qui ont déjà été utilisés pour frapper l'Iran. Mais actuellement, ce déploiement, même s'il nous impressionne par son caractère massif, en réalité, il est là pour ouvrir des options politiques, ouvrir des options diplomatiques et ouvrir éventuellement des options militaires à Donald Trump. Quand il dit qu'il n'a pas pris sa décision, je pense qu'effectivement, il n'y a pas encore de scénario qui a été figé pour les militaires américains. Alors, je vais faire rentrer dans la conversation Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. C'est vrai que d'habitude, vous êtes plutôt en visio depuis Israël. Et là, vous êtes avec nous ce soir. Vous passez par Paris. Merci d'être avec nous. Et nous allons réécouter ce son de Sonia Dridi. Sonia Dridi, qui est notre correspondante à Washington, qui tout à l'heure a réussi à poser une question à Donald Trump, justement à propos de cette opération. Écoutons-la. Avez-vous pris une décision définitive concernant l'Iran ? Avez-vous pris une décision définitive concernant l'Iran ? Non, je ne l'ai pas fait. Nous n'avons pas pris de décision définitive. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits de la manière dont ils négocient. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Nous verrons donc comment cela se passe. Nous avons la plus grande armée au monde. Il n'y a rien qui s'en approche. J'aimerais ne pas avoir à l'utiliser, mais parfois, il le faut. Sonia Dridi, vous êtes en direct avec nous de Washington. Vous avez donc posé cette question à Donald Trump. Est-ce que il a été pour vous assez clair dans sa réponse ? Est-ce que c'est une question qu'on lui pose souvent, ou là ce soir dans ce contexte aujourd'hui vous étiez la seule à la lui poser ? Alors là, tout à l'heure, j'étais la seule à lui poser cette question, et ensuite, il a fait un déplacement au Texas et quelqu'un d'autre lui a posé la question, est-ce que vous êtes proche de prendre votre décision finale ? Et il lui a dit, je vais pas vous le dire, évidemment, vous auriez un gros scoop, mais on sent en tout cas que les choses se précisent un peu. On le sent toujours très hésitant. Il nous a dit donc qu'il n'avait pas pris sa décision finale, mais on le sent de plus en plus critique et frustré par rapport à l'Iran. Il est beaucoup moins prudent dans ses déclarations qu'il y a encore par rapport au début de semaine, même en nous disant, j'ai toujours pas entendu les mots en or par rapport à l'Iran, en disant qu'il aimerait que l'Iran lui dise que la République islamique ne souhaite pas avoir l'arme nucléaire. Il nous a dit qu'il aimerait bien pouvoir négocier avec eux, mais que les Iraniens ne négociaient pas de bonne foi. Donc on le sent quand même de plus en plus frustré. Il nous a aussi dit qu'il aimerait bien éviter une opération militaire, mais que parfois il fallait y aller. Donc on le sent un peu plus franc dans ses déclarations. Son vice-président J.D. Vance, qui on le sait est assez sceptique face aux interventions à l'étranger, a dit dans une interview au Washington Post qu'il était toujours plutôt sceptique par rapport aux interventions à l'étranger, mais il a assuré, comme pour préparer l'opinion publique, que selon lui, il n'y aurait pas d'enlisement en Iran s'il y avait une intervention américaine. Et puis, autre signe pour beaucoup que les choses peut-être s'accélèrent, c'est que hier, ce jeudi, Donald Trump a été briefé pour la première fois en direct par l'amiral Cooper, qui est donc le chef du CENTCOM chargé des opérations militaires au Moyen-Orient, avec Dan Kane qui était également présent, son chef d'état-major, mais comme c'était la première fois depuis le début de la crise que l'amiral Cooper le briefait, pour certains c'est un nouveau signe que les choses peut-être s'accélèrent. Sonia Dridi, vous étiez en direct de Washington. Stéphane Goldin, les opérations donc précédentes américaines dans la région, en 1991, on s'en souvient, en 2003, la grande différence, c'est que les États-Unis agissaient en coalition. Aujourd'hui, il n'est pas question de la moindre coalition. Donc, à l'époque, même si les Américains fournissaient le contingent le plus nombreux, ils pouvaient s'appuyer sur leurs alliés. Alors aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer sur qui ? Évidemment sur Israël. Sur Israël. Israël sera toujours présent et Israël est toujours en phase avec l'administration, en tout cas américaine. Et ces derniers temps, on a vu une véritable coordination qui a été faite entre les services israéliens et les services américains. Et d'ailleurs, si Benjamin C'est-à-dire plus particulièrement ces derniers temps, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une coordination qu'on avait au niveau du renseignement, mais pas qu'au niveau du renseignement. Quand vous avez 11 avions F-22 qui ont atterri sur la base de Oufda... Vous voulez parler de ces 12 avions de combat furtifs F-22 qui viennent d'arriver en Israël. Qui sont arrivés sur la base d'Oufda dans le sud d'Israël. Ça veut dire concrètement, en général, vous savez, ces avions américains, quand ils se déplacent sur le territoire israélien, c'est
en général pour faire un exercice. Là, on sait très bien qu'on n'est pas dans une phase d'exercice. Donc on est dans une phase de préparation, ce qui est quand même relativement exceptionnel. Donc on voit très bien qu'il y a cette coordination, mais cette coordination, au-delà de la question militaire au sens du sens, il y a aussi une véritable coordination au niveau du renseignement. Et ce renseignement est très important pour les Américains, compte tenu de la nature, je dirais, de la connaissance que pourrait avoir Israël par rapport au territoire iranien. D'ailleurs, Marco Rubio va arriver dans 2 jours, lundi et mardi, justement en Israël. Est-ce que vous pensez, Sophia Amara, que son arrivée, c'est le signal justement d'un passage à une phase offensive, disons offensive dans un but diplomatique ou alors militaire? Est-ce que ça veut dire qu'on passe à autre chose? Que vient-il dire justement en Israël? Je ne pense pas nécessairement, pas au niveau d'un chef de la diplomatie. Évidemment que tout maintenant est analysé, scruté, chaque mouvement, chaque rencontre, chaque déplacement. Oui, enfin là c'est quand même important comme moment. Hein. Oui, bien sûr. Mais Rubio, je veux dire, si par exemple le chef de la CIA ou du CENTCOM s'était réuni avec celui du Mossad, là ça aurait été un signal très très fort. Je pense que nous ne le saurions même pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Goldin? C'est-à-dire, est-ce que si Marco Rubio vient, est-ce que ça veut dire que le plan de frappe est prêt? Est-ce que ça veut dire que il viendrait, je ne sais pas, valider les cibles? Que vient-il faire? Obligatoirement, je pense qu'on est toujours dans cette phase de négociation. Concrètement, l'administration Trump, n'a pas encore, je dirais, décidé, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de divisions, pour dire clairement les choses. Je pense que si Rubio arrive en Israël, c'est pour mettre encore un peu plus de pression sur la région. Maintenant, je ne doute qu'il y ait une intervention militaire au moment où Rubio sera dans la région, pour dire clairement les choses. Maintenant, que les choses soient claires, il y a aujourd'hui au cœur d'Israël la volonté, pour dire clairement les choses, d'en terminer avec le régime des Mollahs. Et donc, de ce fait, c'est vrai que le fait d'avoir Rubio en Israël va peut-être donner une possibilité d'accélérer et de passer à une vitesse supérieure. Donc c'est vrai qu'on est dans le wait and see, pour dire clairement les choses, dans cette affaire. Donc J.D. Vance a dit dans le Washington Post la chose suivante aujourd'hui même: l'idée que nous allons être engagés dans une guerre au Moyen-Orient pendant des années, sans aucune fin en vue, cela n'a aucune chance de se produire. Donc il est plutôt en train de nous dire que ça sera court. Oui, ce sera court. De toute façon, je crois que militairement, l'intervention est imminente. Le problème, quels sont les scénarios d'après? C'est-à-dire, quelles sont les solutions politiques après? Qu'est-ce qu'ils veulent finalement, Américains? Parce que une opération chirurgicale à la Madero, si j'ose dire, n'est pas tout à fait possible dans ce contexte iranien. Le changement de régime aujourd'hui, ce qui était tellement cher aux néoconservateurs à l'époque de la guerre en Irak, n'est plus d'actualité non plus. C'est-à-dire, quelles sont finalement les possibilités pour les Américains après? Je suis persuadé qu'ils vont pas rester quand même là-bas longtemps. Ils veulent pas changer le régime. Et quelle sera l'utilité de ces frappes? Et à mon avis, ces manœuvres diplomatiques, que ce soit Marco Rubio en Israël, que ce soit J.D. Vance, etc., c'est la recherche des solutions diplomatiques qui vont commencer vraiment à se poser et d'être d'actualité après cette intervention militaire. Alors écoutons Donald Trump qui justement a évoqué tout à l'heure, il y a quelques instants, ce possible changement de régime. Et votre équipe vous a-t-elle dit que si vous recourez à l'armée maintenant, il y aura immédiatement un changement de régime? Non, personne ne m'a dit cela. Vous ne savez pas. Je veux dire, personne ne sait. Il se peut que oui, il se peut que non. Ce serait bien si nous pouvions nous en passer, mais parfois, il faut y avoir recours. Benoît Bihan, donc on peut pas dire qu'il nous aide là, Donald Trump, mais il est très bon pour justement laisser le flou se développer. Mais on peut se demander aussi si la Maison Blanche, si ça n'arrangerait pas la Maison Blanche que Israël frappe en premier. Ça, c'est une possibilité. Certains hauts conseillers de Donald Trump ne cachent pas leur préférence pour cette option.
Oui, ça serait éventuellement arrangeant pour les États-Unis parce que ça retirerait à Donald Trump le poids politique d'être celui qui prend la décision d'ouvrir les hostilités et donc qui porte ensuite la pleine responsabilité de ce que feront les Iraniens ensuite, parce qu'il y aura forcément une riposte. Maintenant, ça c'est potentiellement à usage de politique intérieure pour dire à l'opinion américaine, vous voyez, c'est pas nous qui avons commencé, c'est les Israéliens qui ont attaqué. Mais c'est quand même un rideau de fumée assez mince, me semble-t-il, au vu du déploiement américain qui est public, qui est connu et qui montre bien qu'en fait les États-Unis sont prêts à. Donc oui, ça pourrait fournir le casus belli qui débloque les réticences internes à l'administration américaine, mais au final, je crois que c'est pas si fondamental que ça. La vraie question, c'est que veulent les États-Unis s'ils frappent? Quels sont leurs buts de guerre? Quels buts de guerre ils vont élaborer? Vous disiez qu'Israël veut en finir avec le régime des Mollahs, mais n'en a probablement pas les moyens seuls. Les États-Unis ne me semble pas en avoir la volonté alors qu'ils en auraient les moyens. Et donc toute la difficulté, elle est dans cette distance, cet entre-deux. Justement, Stéphane Goldin, si certains pensent aussi en Israël qu'il vaudrait peut-être mieux qu'Israël commence la frappe en premier, qu'il serait peut-être plus facile qu'Israël commence en premier, mais pas pour les mêmes raisons que les hauts conseillers de Donald Trump. C'est pas les mêmes raisons, et il faudrait pas réitérer non plus ce qui s'est passé au mois de juin dernier, parce que dans le fond, on réitérerait la même histoire. Dans le fond, quand on regarde les rencontres entre Trump et Netanyahou, la plus importante, ce n'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière qui s'est passée à Mar-a-Lago au mois de décembre dernier. Pourquoi ? Parce que dans le fond, lors de cette réunion, elle a eu lieu avec les officiers de renseignement, c'est-à-dire les responsables de renseignement américains et israéliens, les chefs d'état-major aussi, américains et israéliens. Et dans le fond, c'est peut-être dans cette réunion où les États-Unis ont donné un feu vert à Israël pour pouvoir attaquer. Maintenant, est-ce que dans le fond, c'est l'intérêt d'Israël de pouvoir attaquer ? C'est une autre question. Peut-être qu'il y a des raisons électorales aussi en Israël qui permettraient, dans le fond, de vouloir attaquer. Mais ça, on rentre dans un champ qui est complètement politique. Toujours est-il que nous sommes... Mais tout est politique, Stéphane Goldin. Cette guerre à venir sera évidemment politique. Mais concrètement, Israël est face aussi à une véritable problématique. Parce que il faut comprendre qu'il y a la question des missiles balistiques, mais il n'y a pas que la question des missiles balistiques. Il y a la question des proxys aussi. Oui. Et on parle des proxys, quand je parle, c'est du Hezbollah au Liban, je parle du Hezbollah irakien, la milice chiite qui se trouve en Irak, et je pense aussi aux Houthis, qui sont aussi au Yémen, qui sont prêts, dans le fond. On sait très bien, et on l'a su, nous, il y a quelque temps, qu'aujourd'hui, le Hezbollah au Liban est sous tutelle des gardiens de la Révolution. Jusqu'à présent, il y avait, pour dire clairement les choses, une direction purement libanaise. Aujourd'hui, on le sait, qu'il y a concrètement une volonté, en tout cas des gardiens de la Révolution. Alors, évidemment, tout ça est fait en cas de préparation, en cas d'attaque, en cas de défense. Donc, on est face à cette problématique en Israël, et c'est vrai que la question du régime des Mollahs est une question importante, mais pour répondre aussi à une autre question, sur la question du régime en tant que tel, nous, en tout cas, et d'après ce que l'on peut voir et se ressentir et les informations qu'on peut avoir, il y a un véritable effritement du pouvoir iranien actuellement qui pourrait, dans le fond, tout doucement s'étioler. C'est l'espoir avec aussi, on le veuille ou non, une aide extérieure, parce que... Une aide extérieure, c'est-à-dire d'Israël. D'Israël, probablement. D'accord. On va aussi y venir. Mais restons un instant sur le Hezbollah libanais, puisque vous venez de le mentionner, Stéphane Goldin. J'aimerais votre avis, Sophia Amara. Le Hezbollah libanais a déclaré qu'il n'interviendrait pas militairement si les frappes américaines contre l'Iran étaient limitées. Voilà exactement ce qui a été dit par un responsable du Hezbollah à l'AFP. En cas de frappe américaine limitée contre l'Iran, la position du Hezbollah sera de ne pas intervenir militairement. Oui, alors le Hezbollah qui existe au Liban et qui a été créé de toutes pièces par les pasdaran, donc c'est pas nouveau du tout. Donc je m'étonne que le Mossad ou Israël le découvre aujourd'hui seulement. Enfin, je pense que c'est la façon de le dire qu'on ne s'est pas compris. Mais le Hezbollah est le bras armé de l'Iran et le chef du Hezbollah s'appelle même le représentant général de la révolution islamique d'Iran dans la République libanaise. Donc déjà, le Hezbollah est carrément financé, vêtu, et d'ailleurs l'ancien secrétaire général liquidé par par Israël l'a lui-même reconnu. Concernant le Hezbollah, cette situation prouve une chose très importante,
c'est que le Hezbollah libanais, qui a été mis en garde par les Américains, par Tom Barak, par les Libanais eux-mêmes, qui craignent qu'une intervention du Hezbollah aux côtés de l'Iran, des Mollahs, entraîne des représailles israéliennes suffisamment importantes pour s'en prendre à l'infrastructure, à l'aéroport de Beyrouth. Les Libanais ne sont pas responsables de cette guerre, ça n'est pas leur guerre. Donc, le Hezbollah a entendu des mots assez fort, peut-être pas suffisamment, parce que depuis, le Hezbollah aurait dû être désarmé, puisque l'occupation israélienne, qui a quand même duré 22 ans au sud Liban, qui est la cause de l'existence du Hezbollah, eh bien, aujourd'hui, on lui dit arrêtez, ne frappez pas, vous allez provoquer des représailles terribles donc apparemment, d'Israël. Donc apparemment, ils ont entendu et ils vont assurer le minimum syndical, c'est-à-dire cette ligne rouge qui serait une intervention si c'était le guide suprême qui était visé ou liquidé. Michel Goya. Oui, non, mais de toute façon, le Hezbollah, il n'interviendra pas contre les Américains, mais comment il ferait contre Israël, oui, ça paraît non, mais vraiment non, mais il peut évidemment agir contre Israël, mais si Israël n'est pas concerné, s'il y a que des frappes qui viennent de l'Abraham Lincoln, par exemple, pourquoi les Iraniens attaqueraient d'autres pays, notamment Israël? Maintenant, sur cette affaire, oui, effectivement, les opérations militaires sont par définition, elles sont risquées. Il y a toujours des risques de riposte, etc. Donc pour les Américains, si ce sont les Israéliens qui prennent en charge la campagne, pour Trump, qui, comme je le disais au début, évite quand même très largement de prendre des risques militaires, c'est à la limite c'est du pain béni, quoi. Ils se chargent finalement ils font le boulot, quoi. Inversement, si c'est les Américains qui le font, ça permet éventuellement de préserver Israël de contre-attaque. Il n'y aurait pas de raison particulière. On a vraiment l'impression que personne n'a envie de faire ce boulot. Hein. C'est forcément un boulot. Ça, non, mais c'est une guerre. Hein. Ça s'appelle une guerre. Hein. Donc c'est exactement ça. Et donc ça s'appelle une guerre. Et donc ou alors peut-être, et ce serait une première, qu'il y aurait une opération conjointe américano-israélienne. Ça, ce serait effectivement une première. Mais le problème fondamental, c'est que, encore une fois, tout ça, ce sont des campagnes aériennes. Et donc, en campagne aérienne, on peut essayer peut-être, je pense, de changer le comportement, d'obliger les Iraniens à faire ce que l'on veut, mais c'est pas évident du tout. On peut effectivement détruire un certain nombre de choses et terminer en disant, ok, finalement, on a cassé suffisamment de choses, on a puni un peu le régime, et ça suffit comme ça. Mais espérer changer le régime avec uniquement des bombes aériennes, c'est très aléatoire. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Bon, Stéphane Goldin, et après je vous fais réagir Sophia Mara sur cette possibilité de collaboration là, américano-israélienne, très précisément pour ces opérations, là, maintenant, en février-mars 2026. Écoutez, ces opérations, elles peuvent avoir lieu. Et il y a eu énormément, je dirais, comme je l'ai dit dès le départ, de coordination entre les services américains et les services israéliens. Donc il y a une véritable connaissance, en tout cas pour Israël, du territoire iranien. On va pas se raconter l'histoire, vous le savez très bien. Et on l'a vu en juin dernier, d'ailleurs. Évidemment que Mais est-ce qu'Israël est en train de piaffer pour intervenir et pour obtenir quelque chose en Iran? Israël souhaite simplement 3 choses. Pour dire clairement les choses. Lesquelles? Énorme. Ce sont la question, c'est pas le nucléaire, c'est la question des missiles balistiques, la question des proxys et la chute du régime. Ce sont les 3 choses. Et donc, concrètement, Israël, actuellement, est prêt à tout. Et dans le fond, il y a une fenêtre actuellement pour Israël, compte tenu de l'armada qui est arrivée en tenaille, je dirais, autour de l'Iran, pour justement trouver une solution et, dans le fond, qu'il y ait demain, parce que derrière, Israël voit un axe très important, un axe Téhéran, Jérusalem, Washington. C'est ça le truc. Et donc, Israël, actuellement, essaye à tout prix de tout faire, en tout cas, pour que les Américains interviennent le plus rapidement possible et qu'on en finisse. Mais qu'est-ce qui manque à Benjamin Netanyahou pour convaincre Donald Trump? Je pense que il ne manque rien à Benjamin Netanyahou. Pour le moment, c'est Donald Trump qui se pose énormément de questions. Parce que Donald Trump a un problème d'abord en interne, pour dire clairement les choses. Et concrètement, les Américains ne veulent voir aucun soldat américain revenir dans une boîte, pour dire clairement les choses. Parce que Donald Trump, dans le fond, il a 2 solutions. Ou le régime tombe et il devient un super-héros, ou rien n'est fait. Et tout ça pour ça. Sophia Mara. Oui, en fait, le véritable bras de fer qui semble se dessiner et même être à l'œuvre, c'est pas entre l'Iran et Washington. En fait, c'est toutes les parties qui veulent chacun quelque chose de différent.
Et en réalité, c'est ça le problème. Vous avez Israël qui s'inquiète pour sa sécurité et pour qui le balistique et les proxys sont encore plus dangereux que le nucléaire. Vous avez de l'autre côté les pays arabes, eh bien eux qui aimeraient bien se débarrasser de l'Iran, mais qui n'ont pas envie de cette guerre, alors que Israël la veut, le peuple iranien qui n'attend que ça, même s'il risque de se prendre des bombes sur la tête pour se débarrasser de ces molles-là. Et vous avez un Trump qui, en plus, la quatrième partie dans cette partition, c'est son ego surdimensionné qui prend la place de toute une région. Il a son ego et il a sa base MAGA. Donc, en fait, c'est un bras de fer entre tous ses intérêts et ceux qui se marrent en réalité. C'est qui ? Ce sont les mollahs. Parce que comme ils ont une vision eschatologique et que de toute façon c'est soit ça et qui sont basés sur ce fameux slogan qui dit eh bien pas d'humiliation, la mort plutôt que l'humiliation, au point où ils en sont, ils ont perdu leur proxy. Le Hezbollah veut même pas défendre l'Iran, ce qui est quand même une première. Israël qui est quand même, qui sera frappé, parce que c'est toujours le même sujet, même si ce sont les Américains qui commencent, ils vont frapper Israël. Sera frappé. Parce que pour eux, c'est un proxy, Israël. Les Iraniens, ils disent Israël, c'est un proxy. Tout comme Israël dit des autres que ce sont un proxy. Alors, évidemment, c'est pas la même chose, c'est un État, mais c'est cette idée-là qui s'impose. Donc, le bras de fer, il est aussi entre toutes ces parties. Stéphane Golding, de toute façon, dans tous les cas de figure, Israël sera frappé. Israël sera frappé de toute façon. Voilà. Et ça, on le sait, Israël se prépare à toute frappe. Actuellement, il y a une mobilisation très forte sur l'ensemble des hôpitaux israéliens. Oui. Les abris on allait vous en parler, justement, on va vous poser des questions là-dessus. Les abris ont été réouverts. Alors, il y a une préparation, évidemment, de la défense passive, pour dire clairement les choses, de la sécurité civile. Il y a aussi une préparation militaire. Parce que au moment où Israël sera frappé, que les choses soient claires, les avions israéliens décolleront immédiatement. Ils le savent. Et là, il y aura de toute façon une maîtrise de l'espace aérien iranien, comme on l'a eu au mois de juin dernier. Il y aura une destruction au sol des bases de lancement des missiles balistiques, peut-être pas tous, mais on réitérera concrètement ce qui a été fait au mois de juin dernier pour justement éviter le moindre en danger, et pour qu'on n'ait pas non plus de pilotes à nous qui puissent tomber, je dirais, du côté iranien. Et toute la question aussi, et personne n'en parle, c'est la question de l'armée iranienne. Parce que l'armée iranienne, c'est quelque chose, un facteur qui pourrait, je dirais, débloquer la situation. C'est-à-dire ? Et la question est de savoir à quel moment vous parlez l'armée iranienne possible. Elle ne bouge pas. Parce que l'armée iranienne, dans le fond, nous n'oublions pas, ce sont des gens qui sont assez en phase pour eux-mêmes avec la population. Ils ne sont pas tous liés aux gardiens de la révolution. Vous parlez de l'armée et pas des passes d'armes. Je parle de l'armée iranienne. Oui, mais c'est important de faire la distinction. Et c'est une véritable différence. Et à un moment donné, on sait qu'il y a eu quelques défections, encore pas assez. Mais à un moment donné, il va y avoir, parce que concrètement, la question est aussi de l'avenir de l'Iran. Et qui va prendre ce pouvoir. Et concrètement, on parle de Pahlavi, on parle de beaucoup de gens, mais concrètement, il faut savoir ce qui se passe au sein du territoire iranien. Or, les Iraniens, pour l'instant, ils ne voient personne venir de la diaspora iranienne. Ils cherchent quelqu'un en interne. Et ça pourrait être quelqu'un, justement, de l'armée iranienne. Mais alors, pour le moment, restons un instant sur les capacités de riposte de l'Iran, puisque mardi, le président Donald Trump a affirmé que l'Iran travaillait sur des missiles qui, je cite, atteindront bientôt les États-Unis. Écoutons le président américain. Ces gens terribles ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Ils développent des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter de développer des armes nucléaires. Pourtant, ils continuent. Ils recommencent tout. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Ils poursuivent leur sinistre ambition. Je vous ai déjà dit que quand Donald Trump penche la tête, c'est qu'il dit des choses absolument terribles comme ça avec son ton. Donc, l'Iran ne reconnaît pas, bien évidemment, poursuivre le développement d'un missile balistique intercontinental et n'a jamais publiquement montré qu'elle acceptait d'abandonner son arsenal de missiles à courte et à moyenne portée, ni d'ailleurs, Michel Goya, de limiter sa production de missiles.
Oui, alors quand il penche la tête à gauche, c'est qu'il ment. Hein. Voilà, c'est souvent à gauche. C'est souvent à gauche, effectivement. Non, mais oui, bien sûr, les Iraniens n'auront pas avant longtemps une capacité de missiles intercontinental capable de frapper les États-Unis. Mais là, il est dans un rôle où il faut justifier quand même une guerre. Hein. Un président des États-Unis ne peut déclencher une guerre de sa propre initiative que s'il y a une menace sur les États-Unis. Or là, le problème, alors beaucoup d'Américains sont très hostiles à l'Iran, évidemment, mais il n'y avait pas de menace immédiate sur les États-Unis. Alors voyons la carte là des portées de ces missiles. Alors ça, c'est les missiles donc courtes et de moyenne portée. C'est là pour le coup, et ça c'est une vraie menace. C'est la menace immédiate pour Israël, pour les pays de la région, pour les bases américaines, etc. En grande partie d'ailleurs, parce qu'une partie de cet arsenal, ce sont des missiles à plutôt courte portée, donc qui peuvent frapper, qui peuvent pas atteindre Israël, mais qui peuvent frapper au moins les bases américaines, qui peuvent frapper les pays arabes aussi, qui sont un peu pris aussi en otage, hein, notamment les pays du Golfe. Donc il y a une vraie capacité. Ils ont une capacité de frappe anti-navire aussi, hein, assez massive avec des différents moyens. Donc ils comptent là-dessus. Maintenant, vous notez que voilà, le programme nucléaire qui était soi-disant éradiqué, d'un seul coup, il a ressurgi de ses propres cendres. On se retrouve en situation d'ailleurs où Trump, finalement, il a à la fois pétardé la solution diplomatique de 2015, le traité de Vienne, où on avait peut-être obtenu quelque chose, et en même temps il a pétardé la solution militaire israélienne de juin en les arrêtant un petit peu avant qu'ils aient complètement, notamment, détruit suffisamment, en tout cas au moins la missile balistique. Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus. Les services de renseignement américains ont contredit Donald Trump sur cette fameuse déclaration, puisqu'ils disent, je les cite, l'Iran devrait surmonter d'importants défis technologiques avant de pouvoir déployer un missile balistique intercontinental capable d'atteindre le territoire américain. Vous semblez dubitatif, Stéphane Goldin. Oui, je suis dubitatif et je regardais la carte que vous avez on va la repasser d'ailleurs. Alors, je doute qu'il puisse arriver, comme vient de le dire Michel Goya, le colonel Goya, sur le continent américain. Par contre, on sait très bien qu'ils ont des missiles à longue portée qui pourraient très bien arriver sur les côtes européennes, sur les côtes méditerranéennes de l'Europe, c'est-à-dire du côté du sud de la France, pour dire vraiment les choses. C'est la raison pour laquelle les États-Unis... Et donc, à un moment donné, c'est là, d'ailleurs, où je n'arrive pas à comprendre l'Union européenne dans cette affaire, parce qu'il devrait prendre conscience aussi du danger iranien pour le propre continent européen. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais justement, les États-Unis, Lucas Monget, ont placé des systèmes de défense antimissiles en Roumanie, en Pologne, à cause de cette inquiétude par rapport aux missiles iraniens. Cette possibilité de viser l'Europe, c'était pas la Russie s'en est offusquée, mais c'était pas pour la Russie. C'était le danger, c'est l'Iran. C'est en tout cas affiché comme étant au cas où il y ait une attaque iranienne. Ça fait partie de l'ensemble de ce déploiement et ça fait aussi partie de la manière dont Trump veut embarquer, et les Israéliens aussi d'ailleurs, veulent embarquer les Européens dans ce conflit en disant nous ne sommes pas seuls en guerre contre le régime iranien, vous devriez vous sentir beaucoup plus concernés. Le simple fait de mettre des batteries de missiles, évidemment, on espère que ça ne servira à rien, mais c'est aussi un geste politique. C'est une manière de dire aux Européens vous voyez bien que ça vous concerne. La preuve, on vient faire de la prévention chez vous parce que vous ne le faites pas suffisamment. C'est correspond à ce que dit Donald Trump dans son discours de l'État de l'Union, où il insiste sur cette menace iranienne et qui n'est plus seulement la menace pour Israël, mais la menace pour le monde occidental, le monde européen d'une manière générale. Mais Stéphane Goldin, on peut quand même se poser la question de si Téhéran pouvait frapper Washington. Ce qui est loin d'être sûr. Mais si c'était le cas, est-ce que ça modifierait pas complètement la doctrine de défense d'Israël ? Bien sûr, ça changerait complètement la doctrine, mais ça changerait pas que la doctrine d'Israël, ça changerait la doctrine de l'ensemble, je dirais, du monde libre. Ça veut dire que là, automatiquement, l'Europe, d'ailleurs, serait même automatiquement engagée à aller dans ce conflit. Donc on serait sur une autre donne stratégique complètement différente à l'échelle mondiale. On n'en est pas encore là, mais rappelons quand même une chose. C'est que les Iraniens
ont su reconstituer leur stock de missiles depuis le mois de juin dernier, puisqu'ils sont revenus au stock, au nombre qu'ils avaient avant les 12 jours du mois de juin. Ça, c'est la première des choses. Et n'oublions pas aussi une chose. Oui, ça c'est un peu embêtant justement pour Israël. Mais c'est très embêtant. Mais c'est pour ça que la question des missiles balistiques est quelque chose de très important. Mais la deuxième chose, n'oublions pas aussi que les Iraniens sont devenus maîtres en la matière sur les questions de drones. C'est eux qui ont fourni de la Russie en drone. Il y avait des usines en Russie qui étaient avec des drones iraniens. Donc on est face aussi à une technologie iranienne, qu'on le veuille ou non, qui existe et qu'il faut prendre en compte. Mais oui, Benoît Bihan. Oui, sur le plan militaire, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane Goldin, l'arsenal iranien, c'est pas que des missiles balistiques, c'est des missiles balistiques et des missiles de croisière et des drones à longue portée type Shahed, comme ceux que les Russes utilisent aujourd'hui en Ukraine. Et la stratégie iranienne, c'est celle de la saturation des défenses, c'est-à-dire d'envoyer des vagues de drones, de missiles de croisière qui sont pas forcément très difficiles à intercepter, mais qui nécessitent de consommer de la munition. Et puis au bout d'un moment, les défenseurs se retrouvent à court de munitions. Et là, vous avez des missiles balistiques qui peuvent passer. Et donc c'est ce scénario-là qui est le scénario du pire aujourd'hui pour les États-Unis, pour Israël, qui Israël sera menacé sur son sol directement et qui fait sans doute réfléchir les planificateurs militaires. Mais justement, Stéphane Goldin, on peut se demander combien de temps Israël pourrait tenir éventuellement face à une guerre d'usure balistique sans dépendre totalement d'un pont aérien américain. Israël, à un moment donné, devra dépendre d'un pont aérien américain parce que dépendre, bien sûr, forcément. Il y a pas de secret. On rappelle qu'en juin 25, 31 missiles iraniens avaient réussi à percer votre bouclier, faisant 28 victimes civiles. On a eu 28 morts. Alors, il faut comprendre. Il n'y a aucun ciel qui peut être hermétiquement... à 100%. À 100%. Que les choses soient claires. C'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y a eu 28 victimes. J'allais dire que 28 victimes. Oui, c'est pas... Parce que, dans la logique des choses, il aurait pu... plus. Alors, c'est vrai qu'Israël a continué, je dirais, à développer ses missiles de défense antiaérienne. On en a 3, dont le Arrow 3 qui peut justement le nouveau intercepter... laser. Oui, exactement, qui peut intercepter à plus longue portée, je dirais, ces missiles. Mais c'est vrai qu'on est aussi... Mais est-ce que c'est suffisant face à de telles salves tirées par les Iraniens ? On est face aussi à des nouveaux missiles, avec une puissance, avec des ogives qui pourraient faire plus d'1 tonne d'explosifs, qui pourraient arriver à Mach 16, pratiquement, donc qui pourraient arriver sur le territoire israélien entre 8 et 12 minutes. 12 minutes. Et donc, on est face aussi à une problématique, nous, en tant qu'Israéliens, de sécurité de la population. Et donc la question est de savoir qui va attaquer le premier, qui va avancer son pion le premier. Et à un moment donné, c'est vrai que Israël, pour dire clairement les choses, ne pourra pas attendre ad vita aeternam, parce qu'à un moment donné, il y a sa propre défense. À moins qu'on revienne sur un statu quo comme on a connu ces longues années, mais ce statu quo, concrètement, il est fait concrètement de menaces quotidiennes vis-à-vis d'Israël. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent ce soir à l'instant que l'info à retenir, c'est celle de la possible bascule imminente signifiée par le fait que les États-Unis recommandent depuis aujourd'hui à leur personnel non essentiel de leur ambassade en Israël, à Jérusalem, de quitter Israël. Et sur une image, il y a différents signaux qui nous montrent que quelque chose pourrait se passer. Ce soir, les vols, ça c'est toujours aussi très intéressant de le suivre, Lucas Manger. Les vols entre l'aéroport d'Istanbul et de Téhéran ont été annulés. Alors, il y a des compagnies aériennes qui disent qu'elles vont annuler, comme KLM dans quelques jours, mais il y a ceux qui annulent déjà. C'est Turkish Airlines, en raison du renforcement, justement, de ces fameuses mesures militaires américaines. Turkish Airlines, c'est pas n'importe quelle compagnie dans la région, c'est l'une des compagnies qui assure le plus de liaisons au quotidien, non seulement avec l'Iran, mais avec énormément, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est la compagnie turque est devenue un hub régional qui dessert l'Irak, l'Iran, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, enfin, et j'en passe. Donc, c'est un signal important. Il y en a d'autres qui ont été donnés. Alors, toutes les compagnies aériennes ne sont pas exactement sur la même, le même principe de précaution. Mais il faut aussi rappeler qu'on a eu déjà des épisodes comme ça. Il y a quelques semaines, les compagnies européennes, notamment Air France et KLM, avaient annulé les vols vers l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv, puis finalement les ont repris quelques jours plus tard. Ce sont des indicateurs. Il
faut pas prendre ça comme des informations qui indiquent qu'il va se passer quelque chose dans les heures qui viennent, mais ça fait partie du faisceau de décisions qui sont prises dans la région, qui semblent indiquer qu'en tout cas il y a une crainte. Notez aussi que les Chinois, et ça c'est de l'autre côté iranien, les Chinois ont demandé à leurs citoyens résidant en Iran de quitter si possible les lieux. Si la Chine le fait, c'est qu'elle a aussi de bonnes raisons de penser qu'il peut se passer quelque chose. Alexandre Melnik, vous êtes un ancien diplomate. De tous côtés, là, les chancelleries alertent. Tout à fait. Donc il y a ce faisceau de circonstances que finalement cette attaque militaire est imminente. Et d'ailleurs, ce que soulignait le cas, que les Chinois ont exhorté, les autorités chinoises exhorté leur personnel à donc de quitter Téhéran, de quitter l'Iran, c'est un signe extrêmement important pour moi. Mais le problème, et je le souligne encore une fois, qu'il est facile, c'est pas le mot, mais on entre dans une guerre et après on ne sait pas exactement comment en sortir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut élaborer une certaine vision à long terme. Et cette vision à long terme manque aujourd'hui, notamment aux Américains, à Donald Trump avec son impulsivité, mais manque de cette vision stratégique. Donc c'est pour ça que je compte beaucoup d'ailleurs sur les actions d'Israël dans ces circonstances, parce que vous développez une vision qui me paraît beaucoup plus cohérente à long terme par rapport à l'Iran. Vous ne cachez pas... Qu'est-ce que vous comptez ? Quelles actions d'Israël, par exemple ? C'est-à-dire l'action d'Israël, et je prononce encore une fois ce mot qui était banni du vocabulaire géopolitique, changement de régime. Changement de régime, parce que tant qu'on a le régime des mollahs en Iran, on peut faire justement ces manœuvres diplomatiques, etc. Mais ça ne changera pas. Et là, je dresse un parallèle avec la guerre de Poutine en Ukraine. Parce que tant que le régime tyrannique, disons les choses telles qu'elles sont, existe, eh bien, il n'y a aucune solution durable. Et en géopolitique aujourd'hui, dans le monde qui est complètement incertain, il est très important de développer ce que j'appelle une vision à long terme. Oui, alors vous nous parliez à l'instant, vous nous évoquiez, Stéphane Gomin, les hôpitaux en Israël. Effectivement, on s'intéresse à comment Israël s'organise face à cette potentielle nouvelle guerre qui, je le rappelle, surviendrait moins de 6 mois après la précédente, puisque c'était en juin dernier. La préparation, effectivement, des hôpitaux israéliens, ils se préparent à transférer les patients vers des abris souterrains où ils pourront poursuivre leurs soins en cas de conflit. C'est le ministre de la Santé qui le dit. Voilà, le ministère israélien a demandé aux centres médicaux de se tenir prêts à faire face à un conflit de 2 à 4 semaines si nécessaire. Est-ce que c'est un signe de cette imminence, ça ? Est-ce que c'est classique ? En Israël, vous vous préparez souvent à des conflits, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Aidez-nous à comprendre. On se prépare, je dirais malheureusement, je dis bien malheureusement, on se prépare pratiquement tout le temps à ce genre de type d'opération. Mais c'est vrai que là, il y a des signaux forts qui donnent des signes aussi à la population. Alors évidemment, il n'y a pas du tout de panique dans la population, les gens continuent à vivre, continuent de sortir, il y a une sorte de résilience israélienne qui est très prégnante, mais c'est vrai que les hôpitaux, il y a quelques jours, il y a exactement une semaine, j'étais dans un hôpital du sud d'Israël qui s'appelle l'hôpital Soroka du côté de Beersheva, d'ailleurs qui avait été touché par un missile iranien au mois de juin dernier. Et concrètement, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une préparation pour déplacer immédiatement les malades, je dirais, dans un sous-sol. C'est-à-dire que franchement, il y a une volonté au cas où donc tout est prêt, je dirais, pour parer à toute éventualité de tir sur le territoire iranien. Mais si vous me permettez, je voudrais... Israélien, excusez-moi. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question des avions turcs. Ouais, le fait que Turkish Airlines a décidé de ne pas faire la liaison sur Téhéran dès ce soir. Exactement. Il faut comprendre qu'il y a aussi des positionnements actuellement qui sont en train de se mouvoir. Mais vous voulez parler du rôle de la Turquie éventuellement dans ce conflit ? Exactement, et il faut pas que de la Turquie. La Turquie sera évidemment dans cette affaire, mais il faut comprendre qu'il y a quelques jours, il y a eu un déplacement de troupes américaines qui se situaient au nord-est de la Syrie et qui ont été déplacées du côté du Kurdistan, du côté
je dirais même à l'est d'Erbil, qui est la capitale. Dans le Kurdistan irakien. Donc à l'est d'Erbil. À l'est d'Erbil, c'est-à-dire que Erbil se trouve à peu près à 800 km de Téhéran, 880 km exactement. Et ce sont des troupes qui pourraient évidemment intervenir, d'ailleurs au sol, pourquoi pas, même si j'y crois pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane Goldin ? Cela veut dire concrètement qu'aujourd'hui, on voit un positionnement qui est en train de se mouvoir et qui se rapproche aussi du côté iranien. Et donc, la question, il faut comprendre que le Kurdistan irakien est à une frontière avec la Turquie, avec l'Iran et avec l'Irak, excusez-moi. Et donc, honnêtement, on sent qu'il y a encore une nouvelle pression militaire qui se fait autour de l'Iran, avec là des troupes qui pourraient être des troupes au sol d'ailleurs, qui pourraient aussi peut-être entrer, même si elles sont à 800 km. On n'en est pas encore loin. On n'est pas encore là, pardon, excusez-moi, mais concrètement, on sent que c'est encore une pièce à rajouter, je dirais, à l'arsenal américain. Oui. Sophia Marin. Oui, alors ces troupes, il y a une présence. Je ne sais pas si vous parlez des milices kurdes. Non, je ne parle pas des milices iraniennes. Non, je ne parle pas des milices kurdes ukrainiennes. Là, je parle de l'armée américaine qui était au nord-est de Syrie vers l'Irak et qui ont été tout doucement. Oui, ça reste quand même limité, quoi. C'est très limité, mais ce sont des signes. Si c'est ça, c'est vraiment très limité. Et idem pour les Kurdes iraniens anti-Mollah qui se battent, mais qui sont également limités en nombre et qui sont là-bas depuis 80. Ce que je voudrais vous dire, moi qui viens un dernier mot, Stéphane Goldin. Unités spéciales, ce sont toujours été des unités très limitées. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est vous nous donnez une espèce d'indice. Pour les Américains, oui, mais pour les Kurdes qui se battent, ils sont là-bas depuis 80 et ils font. Je termine cette phrase et en fait, ils sont pas du tout d'accord sur tout. Les uns veulent la liberté, les autres veulent un État kurde et je mentionne ça parce que Lucas a parlé de Turkish Airlines et du rôle turc qui voit d'un très mauvais œil ces mouvements de Kurdes iraniens anti-Mollah. Merci Stéphane Goldin d'avoir été avec nous ce soir. C'était très intéressant de vous avoir sur notre plateau. Hier, c'est Hillary Clinton qui s'est prêtée à l'exercice du témoignage. Le témoignage, vous savez, devant des élus de la Chambre des représentants au sujet justement de ses contacts passés éventuels avec Jeffrey Epstein. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire tout à l'heure, c'était au tour de son mari, de Bill Clinton, qui a été président entre 1993 et 2001, et dont la proximité avec le financier est étayée par des éléments matériels et des preuves de déplacement en commun. C'était lui qui était entendu par cette commission. Voilà ce qu'il a dit. Alors, on n'a pas encore l'enregistrement audio, mais il a fait un communiqué, Bill Clinton, pour dire ceci: j'ignorais tout des crimes qu'Epstein commettait. Alors, il faut dire qu'il a voyagé dans son jet privé, qu'il a été photographié plusieurs fois en sa compagnie, Benoît Bihan, donc c'est assez compliqué là pour les époux Clinton, qui avaient d'abord refusé tous les deux de participer à cette commission. Ils se sont rendus compte que ça poserait un problème aux démocrates s'ils n'y participaient pas. Donc c'est ce qui a lieu hier et aujourd'hui. Oui, il y a une défense qui est la même que celle de Bill Gates aussi, qui a été aussi impliqué, l'ancien fondateur et patron de Microsoft, qui est de dire, ils disent tous la même chose en fait finalement, les gens qui sont cités dans les dossiers Epstein, c'est je le connaissais, oui c'est vrai, parce que ça ils ne peuvent pas le nier, mais je n'ai rien vu, j'étais au courant de rien et finalement on a eu des contacts très superficiels, donc c'est une défense qui, avec le temps, risque de devenir de moins en moins crédible. Maintenant, cette affaire a un tel poids politique aux États-Unis sur fond de campagne électorale quand même, puisqu'il y a les midterms qui se rapprochent, qu'il était impossible effectivement aux Clinton de ne pas anticiper sur la rumeur, anticiper sur les révélations, en essayant de proposer leur récit, leur version des faits. Donc ils étaient un petit peu obligés de se prêter à l'exercice, après avoir longtemps effectivement tout fait pour essayer de ne
pas y aller à cette... Oui, Sonia Dridi, vous êtes en direct de Washington avec nous. Merci d'être là ce soir. Effectivement, personne n'accuse les époux Clinton d'aucun méfait concernant Jeffrey Epstein, mais les élus républicains se sont bousculés pour participer à cette déposition. On n'a pas d'enregistrement vidéo de cette déposition de l'ancien président américain Bill Clinton aujourd'hui, ce soir, parce qu'il n'y a pas eu de diffusion en direct, mais alors que c'est justement ce que voulaient les Clinton. Ils auraient voulu que ça soit en direct, mais ça n'a pas été le cas. Oui, alors il se pourrait qu'on ait une vidéo de chaque audition dans les prochains jours. La vidéo d'Hillary Clinton pourrait tomber dans les prochaines heures. Certains parlent d'éventuellement ce vendredi soir ou en tout cas ce week-end. Donc à un moment, on devra avoir une vidéo de chaque audition. En effet, Bill Clinton a dit qu'il n'avait rien vu, qu'il n'avait rien fait de mal. Il a même expliqué qu'avec le recul, il n'y avait rien à l'époque qui aurait pu l'alerter. Et il a aussi ajouté qu'en ayant grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'abus, eh bien, s'il avait été témoin de quelque sorte d'abus, eh bien, il aurait alerté les autorités. Mais c'est vrai que les deux hommes étaient très proches, Bill Clinton et Jeffrey Epstein, puisque vous l'avez dit, Bill Clinton a voyagé de nombreuses fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Bill Clinton s'est aussi défendu en disant qu'il avait coupé les contacts avec Jeffrey Epstein en 2005, environ 2005. Donc 10 ans, plus d'une décennie avant la mort de Jeffrey Epstein. Mais Sonia, est-ce qu'on peut pas se dire quand même que ça remet le fait de les avoir fait déposer, les époux Clinton, ça remet une pièce finalement dans la saga Epstein, alors que la Maison Blanche essayait totalement l'inverse, c'est-à-dire elle essayait de minimiser cette affaire. Donc c'est à double tranchant finalement. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, Donald Trump, lorsqu'il a pris quelques questions des journalistes, et c'est pas la première fois qu'il le dit, il a dit qu'il n'aimait pas voir Bill Clinton être en train d'être entendu. Souvent, on l'a entendu dire qu'il regrettait que Bill Clinton doit faire face à cette commission parlementaire, et il a dit que lui, de son côté, avait été exonéré. Donc c'est vrai que la Maison Blanche aimerait bien se passer de cette affaire, qu'on n'en parle plus, mais pour les élus, eh bien, c'est important, notamment. On sait qu'un élu républicain s'est battu en particulier pour que ces dossiers soient publiés, et désormais, eh bien, les républicains veulent insister sur le fait que ça concernait, selon eux, plutôt des démocrates, et ils focalisent vraiment sur le couple Clinton. Alors, qu'est-ce qui passionne le plus les Américains aujourd'hui, Sonia Dridi ? C'est ces dossiers Epstein et le fait de se demander, de savoir si ça va bientôt toucher Donald Trump ou pas, ou alors est-ce que c'est des potentielles frappes en Iran à venir ? Alors, je pense que c'est plutôt l'affaire Epstein qui vraiment a pris une très grande ampleur. Moi, j'ai parlé à des démocrates qui me disaient être vraiment en colère, que les victimes sont oubliées dans tout ça, que les leaders, que ce soit même les démocrates ou les républicains, n'ont plus de clarité morale. Donc, en tout cas, ça touche beaucoup de gens. Et puis, même côté républicain, eh bien, on sent que de plus en plus de personnes se posent des questions ou trouvent que tout ça, c'est quand même assez louche, que aussi les explications parfois de la Maison Blanche ne sont pas très claires, sont confuses. Donc, en tout cas, c'est un dossier qui a vraiment beaucoup pris de l'ampleur et qui est embarrassant pour la Maison Blanche. En ce qui concerne les frappes en Iran, évidemment, beaucoup d'Américains suivent ce qui se passe. Mais c'est vrai que je parlais aussi à un Américain il y a quelques jours qui me disait que ce soit le Venezuela ou l'Iran, du moment qu'il voyait son 401k, donc son plan retraite, que son plan retraite se portait bien, eh bien c'est tout ce qu'il importait. Donc il y a quand même une partie des Américains qui s'occupent surtout de ce qui se passe ici aux États-Unis. Et selon un récent sondage publié il y a quelques jours, plus de la moitié des Américains ne souhaitent pas d'intervention en Iran. Merci Sonia Dridi, merci d'avoir été avec nous en direct de Washington. Lucas Manget, on se demande quand même s'il n'y a pas un double standard avec la déposition de ses époux Clinton, c'est-à-dire que si Trump est lui aussi mentionné comme Bill Clinton des centaines de fois, des fois innombrables dans ses dossiers, eh bien est-ce que c'est pas lui aussi qui doit témoigner sous serment ? C'est d'ailleurs ce qu'a dit Hillary Clinton. Mais il ne vous a pas échappé qu'il est actuellement président. Non, ne m'a pas échappé. Et comme le rappelait Donald Trump lui-même à la fin de son premier mandat, il disait: je pourrais abattre quelqu'un avec un fusil à lunettes depuis la Trump Tower à New York, personne ne viendrait me chercher.
marché. Il avait dit ça. Il l'avait dit lui-même, évidemment sur le ton de la plaisanterie, toujours un peu cynique comme le sait le faire Donald Trump quand il est en forme. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que de toute façon, un président américain, il ne peut rien lui arriver tant qu'il est en exercice. Les conditions, vous avez vu les tentatives d'impeachment, que ce soit d'ailleurs de Bill Clinton ou de Donald Trump, ont échoué parce que c'est d'une complexité sans nom. Donald Trump, d'une certaine manière, est absolument tranquille, à mon avis. Je suis pas expert de droit constitutionnel américain, je le connais un peu, mais il faudrait vraiment qu'il y ait, dans les documents, des preuves de son implication dans des crimes pour qu'il soit entendu par la justice américaine. Mais il faudrait que ces preuves soient étayées. Pour l'instant, il n'y a le nom de Trump. Ce qui ressort beaucoup, et c'est ce qu'expliquait Sonia Dridi tout à l'heure et à plusieurs reprises, ce qui ressort beaucoup, c'est que Donald Trump est mentionné, mais pas dans des affaires criminelles. Justement, voici ce qu'en dit Donald Trump. Il était particulièrement en forme ce soir, vous allez voir, à ce propos. Je n'aime pas le voir devoir faire une déposition. Mais vous savez, ils m'ont certainement bien plus persécuté que cela. Je n'aime pas le voir. Je l'aime bien. Et je n'aime pas le voir devoir faire une déposition. Je ne sais rien au sujet du dossier Epstein. Vous savez, j'ai été entièrement disculpé. Sophia Mara, donc effectivement il commence par quelque chose de gentil, c'est-à-dire je n'aime pas voir Bill Clinton, le pauvre, devoir témoigner, mais moi je suis beaucoup plus persécutée que lui. Non seulement je suis plus persécutée que lui, et je suis disculpée, ce qui est un mensonge, parce qu'on ne sait pas encore s'il est complètement disculpé. Je veux dire, tout ce qui a été tout ce qui a été caché, il bénéficie, Lucas le disait à l'instant, d'une immunité de par son statut de président des États-Unis. Une fois que son mandat aura pris fin, on peut se demander si lui aussi ne sera pas traîné pour être entendu, comme l'ont été le couple Clinton avant lui, comme l'a été le prince Andrew au Royaume-Uni. Donc voilà. Donc c'est son style. Je veux dire, le démocrate Bill Clinton, il le plaint un petit peu avant de dire, mais moi aussi j'ai été voilà. Alexandre Melnik, en tout cas, si on demande des renseignements à Hillary Clinton sur les éventuels liens de son mari avec un prédateur sexuel comme Jeffrey Epstein, on peut aussi se dire qu'on pourrait demander à l'épouse de Donald Trump, c'est-à-dire à Melania, des renseignements, des informations. Bien entendu, parce que cette affaire Epstein ne cesse de se propager. Vous savez, l'onde de choc de grandir, de grandir. Finalement, c'est une bombe à retardement sous les fondations, je dirais, de l'ensemble du système démocratique. Je voudrais rappeler un livre de référence de Christopher Lasch, qui est paru en 1994 et qui s'appelle La trahison des élites et la révolte de la démocratie, je crois. Ce qui a été traduit en français comme la sécession des élites. Tout simplement que la démocratie aujourd'hui commence à mourir par les élites de l'intérieur. C'est-à-dire les élites qui sont complètement déconnectées des réalités, qui sont vautrées dans le stupre. Et finalement, cette affaire que Donald Trump avait engagée comme fonds de commerce électoral, aujourd'hui, ça lui retourne en boomerang. Ça se retourne contre lui éventuellement. Oui, Benoît Buan, on peut se demander si, justement, par son témoignage aujourd'hui, Bill Clinton ne va pas créer un précédent qui sera peut-être gênant potentiellement pour Donald Trump. Oui, c'est possible, évidemment. Après, plus largement, cette affaire est tellement vaste et tentaculaire qu'en fait, on ne sait absolument pas quel rebondissement ça nous réserve. Parce que tous les dossiers n'ont pas été épluchés, tous n'ont d'ailleurs pas été diffusés, donc en fait il reste encore beaucoup de choses à lire et à découvrir. Et le vrai risque en fait, c'est que effectivement toutes les élites politiques sont mal à l'aise avec ça. Absolument, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Et bien sûr, l'information continue sur LCI.